la pluie martelait les marches de pierre devant la tour de verre, transformant le costume emprunté d'Henry Carter en un fardeau trempé et lourd. Il venait de sortir de l'entretien d'embauche, rejeté parce qu'il ne correspondait pas à l'image, malgré avoir sauvé des centaines de clients difficiles de situations catastrophiques. Henry serra plus fort sa mallette, tourna les talons et décida de ne pas supplier. Mais au moment où son pied toucha une flaque, une voix de femme retentit derrière lui. « Henry, arrêtez !» Et la milliardaire PDG Alexandra Reed courut droit sous la pluie, l'appelant par son nom devant tout le monde. Henry Carter avait 36 ans. Ses mains racontaient l'histoire de sa vie, calleuse à force de récurer les sols, marquée de cicatrices après des années de maintenance dans des hôtels, rugueuse après 3 ans de quart de nuit comme concierge dans l'immeuble même où il venait d'être humilié. Mais ses mains avaient aussi tenu une épouse mourante, élevé un enfant malade, et jamais elle n'avait été levée dans la colère ou le désespoir. Depuis 3 ans, Henry travaillait le quart de nuit à Reed Towers, nettoyant les sols de marbre pendant que la ville dormait. Avant cela, il avait passé 8 ans dans les services hôteliers. 8 ans à gérer les plaintes des clients, à organiser les arrivées de VIP, à coordonner avec la sécurité lors d'urgences, et à résoudre des problèmes qui auraient fait fuir des employés moins expérimentés vers la direction. Il avait été bon. Non, il avait été excellent. Sa femme Sarah était décédée quand Léo avait 3 ans. Henry n'en parlait pas beaucoup. Le deuil était une chose privée, qu'il portait dans les espaces entre ses respirations. Le jour de l'enterrement, pendant que les proches de Sarah murmuraient leurs condoléances et apportaient des plats préparés, Henry était resté assis dans le parking de l'hôpital avec Léo attaché à l'arrière. Les sifflements du garçon étaient audibles même par-dessus le bruit de la pluie sur le pare-brise. Il s'était retourné, avait regardé son fils dans les yeux et avait fait une promesse, « Je ne te laisserai plus jamais lutter pour respirer, quoi qu'il en coûte. » C'était une promesse qui lui avait coûté le sommeil, la dignité et des années de sa vie. Mais c'était une promesse qu'il comptait tenir. Aujourd'hui, Henry dormait 3 à 4 heures par nuit. Son dos lui faisait mal à force de se pencher sur les seaux de lavage. Ses genoux protestaient à chaque volée d'escalier, mais il ne laissait jamais Léo voir l'épuisement. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner. Chaque soir, il vérifiait les devoirs. Chaque nuit, il s'asseyait au chevet de Léo et écoutait le garçon respirer, s'assurant que le nébuliseur fonctionnait, que l'inhalateur était à portée de main. Henry possédait une chose que la plupart des gens perdent en chemin, le respect de soi. Il préférait être pauvre que pathétique. Il préférait lutter que capituler. Léo Carter avait 8 ans, petit pour son âge, avec des cheveux noirs qui lui tombaient dans les yeux et un sourire capable de briser les cœurs. Chaque nuit, il dormait avec un nébuliseur qui bourdonnait à côté de son lit, le sifflement rythmé de la vapeur médicamenteuse emplissant la petite chambre. Chaque matin, il se réveillait la poitrine serrée, la respiration laborieuse, et il souriait à son père. « Ça va, papa, je promets. » Mais Henry savait mieux. Il se souvenait de la nuit, 9 mois plus tôt, où Léo s'était réveillé en haletant, les lèvres bleues, les petites mains agrippant sa gorge. Henry l'avait porté jusqu'à la voiture, enfreignant toutes les limites de vitesse jusqu'aux urgences. Les médecins avaient stabilisé Léo en 1 heure, mais cette facture était devenue une ombre qui suivait Henry partout. 2847 $. Il la remboursait encore par versement de 50 $ par mois. Cette nuit-là avait gravé quelque chose de permanent dans la poitrine d'Henry. Pas seulement de l'amour, du désespoir. Le genre de désespoir qui pousse un homme à postuler à un emploi pour lequel il n'a aucune chance. Alexandra Reed était la PDG de Reed Financial and Real Estate Holdings, l'une des entreprises les plus puissantes du pays. Elle avait 42 ans, mesurait 1,80 m en talons, et terrifiait tous ceux qui travaillaient sous ses ordres. On l'appelait la reine de glace. On l'appelait impitoyable. On l'appelait beaucoup de choses, la plupart justifiées. Alexandra ne croyait pas au bavardage. Elle ne croyait pas aux secondes chances. Et elle ne croyait certainement pas aux excuses. Elle croyait aux résultats. Elle croyait à la responsabilité et, peut-être le plus dangereusement, elle croyait à l'équité. En ce moment, Alexandra supervisait un audit complet des pratiques d'embauche dans toute l'entreprise. Cela avait commencé 3 mois plus tôt lorsqu'un lanceur d'alerte interne avait envoyé un courriel anonyme détaillant un schéma de discrimination dans le processus de recrutement. Les candidats issus d'universités prestigieuses étaient prioritaires. Les candidats sans diplôme, quelle que soit leur expérience, étaient éliminés avant même d'obtenir un entretien. Le courriel contenait des noms,
des dates et des exemples. Alexandra l'avait lu 2 fois, la mâchoire serrée à chaque phrase. Puis elle avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration et annoncé qu'elle superviserait personnellement un examen complet. Certains membres du conseil avaient protesté. Alexandra les avait réduits au silence d'une seule phrase. Si nous n'embauchons que des gens qui nous ressemblent, nous n'embauchons pas les meilleurs. Nous embauchons des miroirs. Elle n'avait dit à personne pourquoi cela lui tenait tant à cœur. Elle n'avait pas parlé de son père, un homme qui avait travaillé 3 emplois pour lui payer l'université, pour être ensuite refusé à des postes de direction toute sa vie parce qu'il n'avait pas de diplôme. Elle n'avait pas parlé du jour où elle avait surpris son père traité inculte par un homme incapable de changer une roue ou de préparer un repas. Elle n'avait pas dit que la raison pour laquelle elle s'était hissée au sommet était précisément pour que personne ne puisse jamais la rejeter comme on avait rejeté son père. Elle gardait ses souvenirs enfermés, mais ils alimentaient chaque décision qu'elle prenait. L'opportunité apparut un mardi soir à 2h15. Henri lavait le hall exécutif au 40e étage. Le bâtiment était silencieux, hormis le bourdonnement de la climatisation et le lointain cliquetis d'un chariot de ménage. Il redressa son dos, grimaça à cause de la raideur, et leva les yeux vers le tableau d'affichage numérique mural. Les offres d'emploi internes défilaient toutes les 30 secondes. La plupart concernaient des postes seniors, directeurs, managers, consultants. Henri les ignorait généralement. Elle n'était pas pour des gens comme lui. Mais l'écran changea. Agent d'accueil au poste de jour, avantage complet. Salaire, 48 000 à 55 000 $ annuels. Henri se figea. 48 000 $. C'était plus que ce qu'il gagnait en 1 an et demi comme concierge. C'était une assurance santé. C'était Léo obtenant ses médicaments sans que Henri doive choisir entre les pilules et la nourriture. C'était un avenir. Il sortit son téléphone, les mains légèrement tremblantes, et prit une photo de l'annonce. Puis il resta longtemps planté là, à fixer les mots. Sa première pensée fut automatique, ils ne te choisiront jamais. Tu n'es qu'un concierge. Mais la seconde fut plus forte, et s'il le faisait? Il pensa à Léo. Il pensa à l'inhalateur qui coûtait 80 $ par mois. Il pensa aux factures d'hôpital. Il pensa à l'avenir qu'il voulait offrir à son fils. Un avenir où Léo n'aurait pas à s'inquiéter de savoir s'il pouvait se permettre ses médicaments. Henri ouvrit son application mail. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Puis il commença à taper. Il passa 3 heures cette nuit-là à rédiger sa lettre de motivation. Il ne mentit pas. Il n'exagéra pas. Il écrivit sur ses 8 ans dans le service client hôtelier. Il décrivit son expérience de gestion des plaintes, de coordination avec les équipes de maintenance et de sécurité, de gestion des arrivées VIP, et de désescalade de situations tendues. Il parla de sa capacité à rester calme sous pression, de son habileté à multitâcher, et de son engagement professionnel. À la fin, là où le formulaire demandait le niveau d'études, il s'arrêta. Il aurait pu mentir. Prétendre avoir quelques crédits universitaires. Personne n'aurait vérifié. Mais il pensa à Léo. Il pensa à l'homme qu'il voulait être. Il tapa la vérité, diplôme de lycée, aucune étude universitaire. Il joignit son CV, regarda une dernière fois la photo de Léo qu'il gardait scotchée au coin de son bureau, prit une grande inspiration et cliqua sur envoyer. 3 jours plus tard, le courriel arriva. Henri prenait le petit déjeuner avec Léo, flocons d'avoine au sucre roux, parce que c'était bon marché et nourrissant. Quand son téléphone vibra, il jeta un œil à l'écran et faillit laisser tomber sa cuillère. Objet, invitation à un entretien, agent d'accueil. Henri lut le message 5 fois. Ses mains tremblaient. Léo le remarqua. « Papa, ça va ?» Henri leva les yeux vers son fils, le cœur battant. « Oui, mon grand. Papa vient d'avoir une bonne nouvelle. » Léo sourit. « Vraiment? Quelle bonne nouvelle ?» Henri lui ébouriffa les cheveux. Le genre qui pourrait changer les choses. Le matin de l'entretien, Henri se réveilla à 5h30. Il n'avait pas bien dormi. Son esprit avait tourné toute la nuit, répétant des réponses, imaginant des scénarios, essayant de se convaincre qu'il avait sa place dans cette salle. Il prit une douche, se rasa soigneusement, puis se planta devant le placard face aux problèmes qu'il avait évités. Il ne possédait pas de costume. Il avait 2 jeans,
3 chemises de travail et une veste achetée dans une friperie 6 ans plus tôt. Il ne pouvait pas se présenter à un entretien habillé comme ça. Il appela George, un collègue qui avait autrefois travaillé en finance d'entreprise avant qu'un divorce et un licenciement ne le relèguent au quart de nuit. George était un brave homme. Quand Henry expliqua la situation, George n'hésita pas, passe avant ton quart. J'ai quelque chose qui t'ira. Le costume était bleu marine, un peu usé au coude, mais propre et repassé. Henry l'essaya dans l'appartement de George. Il était un peu large aux épaules, mais ça irait. George ajusta la cravate et recula, hochant la tête. Tu as l'air bien, mec. Tu as l'air d'avoir ta place là-bas. Henry croisa son regard. Merci, George. Vraiment. George lui tapa l'épaule. Va leur montrer ce que tu vaux. Avant de partir pour l'entretien, Henry s'agenouilla près de Léo. Le garçon était assis sur le canapé, son inhalateur sur la table à côté de lui, le nébuliseur prêt au cas où. Henry prit les 2 mains de son fils. Écoute-moi, d'accord? Je vais être absent quelques heures. Si tu commences à sentir que tu ne peux pas respirer, si ta poitrine se serre, tu appelles immédiatement Monsieur Thompson à côté. Tu comprends? Léo hocha la tête sérieusement. Oui, papa. Je promets. Henry embrassa son front. Je t'aime, mon grand. Léo sourit. Je t'aime aussi. Bonne chance. En sortant, Henry réalisa quelque chose. Son cœur n'était pas dans sa poitrine. Il était resté dans cet appartement avec ce garçon. L'entretien était prévu à 10 heures. Henry arriva à 9h45. Il prit l'ascenseur jusqu'au 23e étage où se trouvaient les bureaux des ressources humaines. La salle d'attente était impeccable, fauteuil en cuir blanc, table en verre, art abstrait au mur. Henry s'assit et tenta de calmer sa respiration. 2 autres candidats attendaient. Une jeune femme en tailleur gris élégant, scrollant sur son téléphone. Un homme dans la vingtaine avec des lunettes de designer et une expression de confiance nonchalante. Ils ne regardèrent pas Henry. Ils ne s'y attendaient pas. À 10 heures précises, une femme d'une trentaine d'années entra dans la salle d'attente. Henry Carter. Henry se leva. C'est moi. Elle sourit poliment. Je suis Melissa, assistante RH. Suivez-moi, s'il vous plaît. Henry la suivit dans un long couloir bordé de bureaux en verre dépoli. Elle s'arrêta devant une salle de conférence et ouvrit la porte. Asseyez-vous. Le jury arrivera bientôt. La salle d'entretien était froide et lumineuse. Une longue table, 3 chaises vides d'un côté, une de l'autre. Henry s'assit et posa les mains jointes sur la table. Ses paumes étaient moites. Un moment plus tard, la porte s'ouvrit. 3 personnes entrèrent. Le premier était un homme d'une 50aine d'années. Cheveux gris, costume cher, expression suggérant qu'il avait mieux à faire. C'était Wilfred, le directeur des ressources humaines. La seconde était Melissa, qui s'assit et ouvrit un dossier en cuir. Le troisième était un homme plus jeune, environ 40 ans, cheveux plaqués en arrière et expression ennuyée. C'était Clinton, le responsable des opérations pour l'équipe d'accueil. Wilfred n'utilisa pas de politesse. Merci d'être venu, Monsieur Carter. Commençons. Dites-nous pourquoi ce poste vous intéresse. Henry avait répété cette réponse 100 fois. Il garda une voix stable. J'ai passé 8 ans dans le service client, la plupart dans des environnements hôteliers à haute pression. Je sais gérer des clients difficiles, coordonner avec des équipes et rester calme quand les choses tournent mal. Je pense pouvoir apporter cette expérience à ce poste et offrir un excellent service à Reed Holdings. Wilfred hocha la tête, mais son expression ne changea pas. Donnez-nous un exemple précis d'une situation difficile que vous avez gérée. Henry se pencha légèrement en avant. Il y a 3 ans, je travaillais à l'accueil du Whitmore Hotel. Un client VIP est arrivé pour une conférence et nous avions accidentellement double réservé sa suite. Il était furieux, à juste titre. Je me suis excusé immédiatement, expliqué la situation et lui ai proposé une mise à niveau vers la suite exécutive sans frais supplémentaires. J'ai personnellement veillé à ce que ses bagages soient transférés, que son enregistrement soit accéléré, et je l'ai recontacté le soir même pour m'assurer que tout était satisfaisant. Il a fini par écrire un avis positif et demander mon nom pour son prochain séjour. Clinton hocha la tête pour la première fois.
Il semblait intéressé. C'est solide. Et pour la gestion de plusieurs priorités? Henri décrivit une autre situation, un groupe de 60 clients internationaux arrivait 2 heures en avance pour un séminaire d'entreprise. Les salles de conférence n'étaient pas prêtes. Le traiteur n'était pas arrivé. Le chaos était imminent. Henri avait coordonné avec le ménage pour accélérer la préparation des salles, contacté le traiteur pour avancer la livraison et accueilli personnellement chaque chef de groupe pour les rassurer. En 45 minutes, tout était résolu. Clinton nota quelque chose. Mélissa hochait la tête. L'entretien se passait bien. Henri se permit une lueur d'espoir. Puis Wilfred se renversa dans son fauteuil et posa la question qui changea tout. « Dites-moi, Monsieur Carter, où avez-vous obtenu votre diplôme universitaire ?» La pièce sembla se figer. Henri sentit le changement immédiatement. Il savait que cela arriverait. Il s'y était préparé, mais l'entendre à voix haute fut comme un coup de poing à l'estomac. Il soutint le regard de Wilfred. « Je n'ai pas fait d'études universitaires. J'ai commencé à travailler juste après le lycée pour subvenir aux besoins de ma famille. » L'expression de Wilfred ne changea pas, mais sa posture si. L'air de la pièce devint plus froid. Mélissa baissa les yeux sur ses notes. Clinton remua sur son siège. Wilfred tapa son stylo contre la table. « Je vois. Et quelle est votre position actuelle ?» Henri savait où cela menait. Il aurait pu mentir. Dire qu'il était entre 2 emplois. Mais il s'était promis la vérité. « Je suis concierge de nuit. Ici, dans cet immeuble. » Silence. Mélissa leva les yeux brusquement. Clinton cligna des paupières. La bouche de Wilfred se pinça. Les questions suivantes furent différentes. Elles ne portaient plus sur ce qu'Henri pouvait faire, mais sur qui il était ou plutôt, qui il n'était pas. Avez-vous une formation en management? Non. Avez-vous suivi des formations professionnelles? Non. Avez-vous de l'expérience avec des logiciels de gestion de clients au niveau entreprise? Non. Chaque réponse ressemblait à un clou de plus dans le cercueil. Enfin, Wilfred se pencha en avant, joignant les mains sur la table. Sa voix était parfaitement polie, parfaitement froide. « Monsieur Carter, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui, mais je dois vous demander. Pensez-vous sincèrement représenter l'image que cette entreprise projette auprès de ses clients ?» L'insulte était subtile, mais elle frappa comme une gifle. Henri garda une voix stable, même si sa poitrine se serrait. « Je pense que mon expérience et mon attitude représentent cette entreprise mieux qu'un costume ou un diplôme ne le pourraient jamais. » Wilfred sourit, mais sans chaleur. « Nous vous contacterons. Merci pour votre temps. » Henri se leva. Il ne supplia pas. Il n'argumenta pas. Il hocha simplement la tête. « Merci pour cette opportunité. » Il sortit de la salle de conférence, le dos droit, la tête haute, mais à l'intérieur il s'effondrait. Il atteignit l'ascenseur avant que ses mains ne tremblent. Il entra et regarda les portes se fermer. Son reflet le fixait depuis l'acier poli, un homme en costume emprunté, un homme à qui on venait de dire qu'il n'était pas assez bien. L'ascenseur descendit. Henri ferma les yeux et prit une lente inspiration. Au moins, j'ai essayé. Au moins, Léo ne pensera pas que j'avais trop peur d'essayer. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Henri traversa le hall, passant devant les sols de marbre qu'il avait lavés 100 fois, devant le poste de sécurité, devant la réception où il s'était imaginé travailler. Il poussa les portes vitrées et sortit. Il pleuvait des cordes. Évidemment. Henri resta un moment sous l'auvent, regardant la rue. Il n'avait pas de parapluie. Pas de voiture. Il allait devoir marcher 6 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus en costume qui n'était pas le sien. Il s'apprêtait à entrer sous la pluie quand il l'entendit. Henri Carter, arrêtez. La voix était tranchante, autoritaire, incontestablement féminine. Henri se retourna. Alexandra Reed courait vers lui. Elle n'avait pas de manteau. Pas de parapluie. Ses talons de designer claquaient sur le pavé mouillé. En quelques secondes, elle était trempée. Toutes les personnes dans le hall se figèrent. Les agents de sécurité regardèrent bouche bée. Les réceptionnistes s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. La PDG de Reed Holdings poursuivait un concierge sous la pluie. Alexandra ne perdit pas de temps.
Elle attrapa le bras d'Henri et le ramena sous l'auvent. L'eau ruisselait de ses cheveux. Son chemisier collait à ses épaules. Elle ne semblait pas s'en soucier. J'ai regardé votre entretien. Henri se raidit. Il se doutait de ce qui allait suivre, une forme d'excuse, un contrôle de dommages corporels. Il ouvrit la bouche pour lui dire qu'il n'avait pas besoin de pitié. Mais Alexandra parla la première. Ce qui vient de se passer dans cette salle était inacceptable. Henri cligna des yeux. Pardon ? Les yeux d'Alexandra étaient ardents. Vous m'avez bien entendu. Cet entretien était une honte. Et je ne vais pas le laisser passer. La gorge d'Henri se serra. Il ne se faisait pas confiance pour parler. Alexandra continua, sa voix tranchant le bruit de la pluie. Il y a 2 mois, ma partenaire commerciale, Irene Lawson, a failli s'effondrer dans le hall principal. Hypoglycémie. Elle vacillait, désorientée, au bord de l'évanouissement. Vous vous en souvenez ? Henri fronça les sourcils, fouillant sa mémoire. Puis cela lui revint, la femme âgée au manteau cher, qui chancelait près des ascenseurs. Henri l'avait vue. Il s'était approché, avait demandé si elle allait bien, avait reconnu les signes d'hypoglycémie. Il avait sorti une barre chocolatée de sa poche au son déjeuner, en fait, et la lui avait donnée. Il avait appelé la sécurité, veillé à ce qu'elle s'asseye, était resté avec elle jusqu'à l'arrivée des paramédics. Il n'y avait plus repensé depuis. C'était juste ce qu'on faisait quand quelqu'un avait besoin d'aide. Alexandra hocha la tête, lisant son expression. Elle m'en a parlé. Un homme qui lavait les sols lui a sauvé la vie. J'étais à l'étranger cette semaine-là. À mon retour, je ne savais ni qui vous étiez ni comment vous trouver. Aujourd'hui, je passais en revue les vidéos d'entretien dans le cadre de l'audit recrutement. Je vous ai vu sur l'écran. Je vous ai reconnu immédiatement. Henri sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Si vous m'offrez le poste parce que j'ai aidé quelqu'un. Alexandra le coupa. Je ne vous offre pas le poste. Je vous offre la justice. Elle expliqua rapidement, ses mots précis et délibérés. L'entreprise était en pleine révision culturelle. Trop de plaintes avaient émergé concernant des biais dans le recrutement, des candidats rejetés en fonction de leur pédigré plutôt que de leur performance. Henri n'était pas le premier à être écarté parce qu'il ne correspondait pas au profil. Mais Alexandra comptait faire de lui le dernier. Ce n'est pas de la charité, Monsieur Carter. C'est de la responsabilité. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui arrive à des dizaines de personnes qualifiées chaque année, et je vais y mettre fin. À commencer par maintenant. Henri ne savait que dire. Il avait passé si longtemps à ne rien attendre qu'il ne savait pas comment gérer cela. Alexandra sortit son téléphone et passa un appel. Wilfred, Melissa, Clinton, retrouvez-moi dans le hall principal immédiatement. Elle raccrocha et regarda Henri. Vous allez recevoir des excuses et une leçon. 5 minutes plus tard, les 3 sortirent de l'ascenseur. Wilfred semblait perplexe. Melissa nerveuse. Clinton agacé. Ils virent Alexandra et se dépêchèrent. Puis ils virent Henri. Leurs expressions changèrent. Wilfred se reprit le premier. Madame Reed, je ne savais pas. Alexandra leva la main. Expliquez-moi pourquoi vous avez rejeté Henri Carter. Wilfred jeta un œil à Henri, puis revint à Alexandra. Il n'a pas les qualifications requises. Alexandra baissa la voix jusqu'à un calme mortel. L'offre d'emploi n'exige pas de diplôme. Alors dites-moi encore, pourquoi l'avez-vous rejeté ? Wilfred remua, mal à l'aise. C'est préféré. Alexandra le coupa. Préféré sur quelle base ? La performance ou le préjugé ? Le visage de Wilfred s'empourpra. Ce n'est pas juste. Alexandra s'approcha. Ce qui n'est pas juste, c'est de dire à un homme avec 8 ans d'expérience qu'il ne représente pas l'image de cette entreprise. Ce qui n'est pas juste, c'est d'écarter quelqu'un parce qu'il nettoie les sols la nuit au lieu de siéger dans un bureau d'angle. Ce qui n'est pas juste, c'est le système que vous avez construit et qui filtre les gens avant même qu'ils aient une chance. Clinton tenta d'intervenir. Nous avons des standards ? Alexandra se tourna vers lui. Des standards ou des stéréotypes ? Laissez-moi vous demander, quelle est l'image de cette entreprise ? Un costume de designer ? Un diplôme d'une école coûteuse ? Ou la compétence,
le professionnalisme et la capacité à résoudre des problèmes sous pression? Elle désigna Henri. Cet homme a désamorcé un client VIP en colère et l'a transformé en client fidèle. Cet homme a coordonné une crise impliquant 60 clients et l'a résolue en moins d'une heure. Cet homme a sauvé la vie d'une femme parce qu'il faisait attention quand personne d'autre ne le faisait. Alors dites-moi, représente-t-il cette entreprise ou pas? Mélissa, qui était restée silencieuse, parla enfin. Sa voix était calme mais ferme. Oui. Absolument oui. Wilfred lui lança un regard, mais il était trop tard. Alexandra hocha la tête. Alors la décision de le rejeter est annulée. Wilfred ouvrit la bouche pour protester, mais Alexandra le fit taire d'un seul regard. Cela ne se discute pas, considérez ceci comme votre avertissement, le processus de recrutement change. Immédiatement. Elle se tourna vers Henri. Monsieur Carter, j'aimerais vous parler en privé. Ils entrèrent dans une petite salle de conférence près du hall principal. Alexandra ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir. Je ne vais pas vous donner le poste sur un plateau. Ce ne serait juste ni pour vous ni pour les autres. Mais je vais vous donner une vraie chance. Elle exposa sa proposition, un programme de formation rémunéré de 2 mois. Henri serait payé le double de son salaire actuel dès le début. Lui et Léo bénéficieraient d'une assurance santé complète dès le premier jour, y compris pour les conditions préexistantes. À la fin de la formation, si Henri démontrait les compétences nécessaires, il serait embauché comme agent d'accueil. Sinon, il pourrait reprendre son poste de concierge sans pénalité ni stigmatisation. Henri écouta, le cœur battant. Pourquoi faites-vous cela? Alexandra soutint son regard. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour mon père, et parce que vous méritez une chance équitable. Henri déglutit difficilement. Les gens vont me détester. Alexandra ne mâcha pas ses mots. Certains oui, mais ce n'est pas votre problème. C'est le leur. J'ai besoin que vous soyez là et prouviez que l'effort et l'intégrité comptent plus qu'un pédigré. Pouvez-vous le faire? Henri pensa à Léo. Il pensa à la promesse qu'il avait faite. Oui, je peux. Alexandra lui tendit la main. Alors nous avons un accord. La première semaine de formation fut brutale. Le programme comptait 6 candidats. 4 avaient un bachelor. 2 un master. Tous étaient plus jeunes qu'Henri. Aucun ne lui adressait la parole. Quand Henri se présenta le premier jour, mentionnant son expérience hôtelière, un des plus jeunes, un diplômé d'école de commerce nommé Tyler, avait ricané et murmuré à sa voisine, on dirait qu'ils ont vraiment baissé le niveau. Henri n'avait rien dit. Il s'était assis, avait ouvert son carnet et s'était préparé à leur prouver le contraire. La formatrice principale était une femme nommée Audrey, une vétérane de l'hôtellerie avec 23 ans d'expérience. Dans la cinquantaine, regard perçant et peu impressionné par les diplômes. Elle se fichait des titres. Elle voulait des résultats. Le premier jour, elle avait balayé la salle du regard et déclaré « Je me fiche de l'école que vous avez fréquentée. Je veux savoir si vous pouvez faire le travail. Si vous ne supportez pas la pression, le stress et les gens difficiles, vous ne tiendrez pas ici. Certains d'entre vous échoueront. C'est bien. Mieux vaut le savoir maintenant que devant un client. » Elle leur lança des scénarios à la chaîne, un client furieux dont le colis était perdu et qui menaçait d'un procès, une salle de conférence double réservée avec 2 équipes exécutives arrivant dans 10 minutes, un fournisseur en retard de 3 heures avec du matériel critique pour une présentation du conseil dans 30 minutes, une panne du système téléphonique aux heures de pointe. Chaque scénario était chronométré. Chaque réponse évaluée. Henri les géra avec une précision calme. Il avait vécu ces situations. Quand le client en colère apparut, Henri s'excusa, vérifia le suivi, contacta le transporteur, organisa un remplacement pour la fin de journée et offrit une remise sur la prochaine commande. Quand la salle était double réservée, il trouva un espace alternatif, escorta personnellement les 2 équipes et veilla à ce qu'elles aient rafraîchissement et équipement adéquats. Quand le fournisseur était en retard, il contacta le présentateur, expliqua, prépara du matériel de secours et fit livrer le reste dès l'arrivée. Les autres candidats trébuchèrent. Ils hésitèrent. Ils appliquèrent des solutions théoriques au chaos réel. Tyler argumenta avec Audrey sur la « correction technique » de sa réponse selon la théorie du service client. Audrey le coupa net, ce n'est pas une salle de cours. Les clients se fichent de la théorie.
Ils veulent des résultats. Henri ne dit rien. Il continua à travailler. Mais le vrai obstacle n'était pas la formation. C'était Wilfred. Le directeur RH ne pouvait pas riposter ouvertement. Alexandra avait été claire, toute interférence vaudrait licenciement immédiat, mais il trouva d'autres moyens de compliquer la vie d'Henri. Il programma les sessions de formation à des horaires incohérents, souvent avec moins de 24 heures de préavis, obligeant Henri à trouver une garde d'enfants en urgence. Il nota les évaluations d'Henri avec une sévérité excessive, le pénalisant pour des détails mineurs comme oublier de mettre un supérieur en copie ou employer un ton légèrement informel. Il veilla à ce que tout le monde sache qu'Henri n'était là que grâce à la protection de la PDG. Les murmures suivirent Henri partout, favoritisme, népotisme, traitement spécial. Henri surprit Tyler le dire à voix haute dans la salle de pause, il n'est là que parce que Reed a eu pitié de lui. Il sera parti dans un mois. Henri ne riposta pas. Il ne se plaignit pas. Il travailla plus dur. Il arriva tôt. Il partit tard. Il posa des questions. Il prit des notes. Il traita chaque tâche comme si elle comptait. La nuit, après la formation, il prenait encore des quarts de ménage occasionnels pour rembourser d'anciennes dettes. Il était épuisé, mais il tenait bon. Puis, à la 3e semaine, Léo fit une nouvelle crise d'asthme. Henri reçut l'appel à 19 h. Il était en train de revoir des documents de formation quand son téléphone sonna. C'était Monsieur Thompson, le voisin, la voix paniquée, « Henri, rentre tout de suite. Léo ne peut plus respirer. Je suis avec lui, mais c'est grave. » Le sang d'Henri se glaça. Il lâcha le téléphone et courut dans la chambre de Léo. Son fils était sur le canapé, le visage pâle, la poitrine se soulevant avec effort. Le sifflement aigu de sa respiration fit tomber l'estomac d'Henri. Il attrapa l'inhalateur de secours, le secoua et administra 2 bouffées. Léo inspira du mieux qu'il put. Ils attendirent 15 secondes, 30. Rien ne changea. Les lèvres de Léo commençaient à bleuir. Henri saisit son téléphone, les mains tremblant si fort qu'il arrivait à peine à déverrouiller l'écran. Il allait composer le 911 quand il se souvint de l'assurance. La nouvelle assurance qui avait commencé le jour de la formation. Il afficha les informations avantages, trouva la hotline infirmière 24H24 et appela. Une infirmière répondit à la 2e sonnerie. Henri expliqua, la voix serrée par la peur. L'infirmière posa des questions précises, resta calme. Elle le guida dans un protocole, lui dit de garder Léo assis droit, de respirer lentement, et resta en ligne. Elle mit un médecin en conférence. En 10 minutes, le médecin autorisa une ordonnance d'urgence pour un corticostéroïde plus fort, à retirer en pharmacie dans l'heure. Il organisa aussi une visite d'infirmière à domicile le lendemain matin. Henri sentit des larmes couler sur son visage. Merci. Merci infiniment. La voix du médecin était bienveillante. Vous avez bien fait d'appeler. Prenez le médicament et donnez-lui la première dose ce soir. Il devrait aller mieux dans quelques heures. Henri appela M. Thompson qui accepta de rester avec Léo le temps qu'il court à la pharmacie de garde. Henri sprinta les 4 pâtés de maison, récupéra le médicament et revint au galop. Quand il administra la première dose, il était presque 20h30. En 1 heure, la respiration de Léo s'améliora. En 2 heures, il respirait presque normalement. Henri s'assit à côté de son fils sur le canapé, tenant sa petite main, les larmes coulant. Léo leva vers lui des yeux ensommeillés. « Ça va, papa. Je vais bien maintenant. » Henri embrassa son front. « Je sais, mon grand. Je sais. » Cette nuit-là, Henri ne dormit pas. Il resta dans le fauteuil près du lit de Léo et le regarda respirer. Il pensa à ce qui serait arrivé sans l'assurance, urgence, une nouvelle facture de 2000 $, une année supplémentaire de remboursement ou pire. Il pensa à ce qu'Alexandra lui avait offert. Pas seulement un emploi, pas seulement une chance. Elle lui avait donné la possibilité de sauver la vie de son fils sans faire faillite. Cette opportunité n'était pas seulement pour un meilleur avenir. C'était pour la survie. Le tournant arriva à la 5e semaine. Une cliente VIP, Madame Callahan, arriva 2 heures en avance pour une réunion du conseil. Elle était anxieuse, agitée, et personne n'était prêt. Les autres stagiaires paniquèrent, se chevauchant la parole, cherchant qui pourrait gérer. Henri s'avança.
il accueillit calmement Madame Callahan, lui offrit un siège dans un coin tranquille, lui apporta du thé et l'assura qu'il veillerait personnellement à ce que tout soit prêt quand elle en aurait besoin. Puis il contacta l'équipe technique, confirma que la salle était disponible plus tôt, organisa des rafraîchissements et passa la voir toutes les 15 minutes. Madame Callahan fut impressionnée. À la fin de la réunion, elle demanda à parler à Alexandra Reed. Le jour même, elle envoya une lettre officielle de recommandation. Le lendemain matin, Audrey prit Henry à part. « Quoi que vous fassiez, continuez. Vous êtes le meilleur stagiaire que j'ai vu en 5 ans. » Henry hocha la tête, incapable de parler. Cet après-midi-là, une autre stagiaire, Rachel, qui lui avait à peine adressé la parole, l'approcha pendant une pause. « Je veux juste dire, j'ai pensé que vous n'aviez pas votre place ici. Je me trompais. Vous êtes vraiment doué. » Henry sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « Merci. Ça veut dire beaucoup. » Le jour où Henry commença officiellement son poste d'agent d'accueil, il portait un costume acheté avec son premier vrai salaire. Gris anthracite, taillé sur mesure, et c'était le sien, pas emprunté, pas transmis. Il se tint derrière le comptoir de réception à 7h45 et regarda le hall de marbre. C'était le même sol qu'il avait lavé à 2h du matin, les mêmes ascenseurs qu'il avait nettoyés, les mêmes portes vitrées qu'il avait astiquées. Mais maintenant, il se tenait là en égal. À 8h15, Wilfred traversa le hall. Il jeta un regard à Henry, l'expression indéchiffrable, et continua. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Le silence était une admission en soi. À 8h30, Alexandra Reed passa. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne fit pas de discours. Elle croisa simplement le regard d'Henry, hocha une fois la tête et continua. Le message était clair, je vous ai donné l'équité. Vous avez gagné le reste. Ce soir-là, Henry envoya un message à Léo, papa n'a pas gagné au loto, mais papa n'a pas abandonné non plus. Le lendemain était un samedi. Henry emmena Léo au bâtiment. C'était la première fois que Léo voyait où son père travaillait le jour. Ils se tinrent dehors, regardant la tour de verre. Les yeux de Léo étaient écarquillés. « C'est ici que tu travailles maintenant ?» Henry hocha la tête. « C'est ici que je travaille. » Léo attrapa la main de son père. « Je suis fier de toi, papa. » La gorge d'Henry se serra. « Moi aussi, je suis fier de toi, mon grand. » La pluie avait cessé. Le ciel s'éclaircissait. Mais la leçon sur les préjugés, sur la dignité, sur la lutte pour ce qu'on mérite, cette leçon resterait à jamais avec Henry. Et il veillerait à ce que Léo l'apprenne aussi. La dignité n'est pas donnée par ceux qui se croient supérieurs. C'est quelque chose qu'on garde, même quand ils essaient de vous l'arracher.